Ce que vous voulez, ça me dérange. Donc, bonjour et bienvenue à cette séance d'atelier. C'est un atelier qui va être consacré à l'apport de l'imagerie en infectiologie respiratoire. Je pense que vous voyez la diapo. On ne va pas parler de la tuberculose parce que je pense que vous avez eu une présentation hier sur l'imagerie et la tuberculose, une conférence peut-être ou un atelier. C'est bien sûr parce que l'imagerie de la tuberculose est un peu particulière. On explique aussi de notre atelier l'immunodéprimie. Comme vous savez, les infections respiratoires sont déprimées, ça regroupe un petit peu le tout, les bactéries, les virus, les champignons, les parasites, etc. Donc ça ne va pas faire l'objet de notre atelier. D'autant plus que vous avez peut-être aussi une conférence ou un atelier hier sur l'imagerie chez le neutropénie. Donc ce qu'on va voir, c'est l'immunocompétent. C'est un sujet immunocompétent. Et nous avons fait en sorte que ça va être un atelier clinico-radiologique plutôt que radiologique. Parce qu'on est des pneumologues d'abord. C'est vrai qu'on se base beaucoup sur l'imagerie, mais on se base principalement sur la clinique et sur les examens par clinique, bien sûr. Alors, je vous rappelle, et c'est une chose que vous savez déjà, le pneumologue, il prend en charge les infections respiratoires de manière probabiliste. Ça, c'est une chose qui est connue et qui pose problème parfois. Cette approche probabiliste, elle pose problème pour le pneumologue pour plusieurs raisons. Et essentiellement dans le choix de l'antibiothérapie. Donc, si vous ratez le raisonnement, vous allez rater l'antibiothérapie et vous allez rentrer dans un cercle vicieux de surconsommation d'antibiotiques, de résistance, d'échec thérapeutique, etc., de non-satisfaction. D'où l'intérêt, l'objectif principal qu'on a mis aussi sur cet atelier, c'est cette confrontation imagerie, le germe en cause. Parce que finalement, le pneumologue, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à faire une étiologie de germe de façon correcte pour proposer un traitement antibiotique de façon appropriée. Et de là, on va se baser sur l'imagerie. Les radiologues, bien sûr, je ne sais pas s'il y a des radiologues dans la salle parce qu'ils vont nous ajouter, ils ont une valeur ajoutée dans notre atelier. Les radiologues, ils disent qu'il n'y a pas d'aspect typique ou bien d'aspect qui oriente vers un germe. Et je suis d'accord parce qu'on ne peut pas rien que sur un aspect radiologique, c'est simplement complexe. Non, c'est un complexe clinique radiologique qui fait que c'est un complexe. Donc ça, c'est une chose aussi importante à retenir. Alors, diapo suivante, nous allons prendre comme type de description des pneumonies. Alors, les infections respiratoires aiguës communautaires, comme vous savez, les groupes bronchiques et les réservoirs de BPCO, ils ne posent pas de problème en matière d'imagerie. La BPCO de réservation, bon, on fait l'imagerie pour le diagnostic différentiel peut-être. La bronchite aiguë non plus, donc la radio-pulmonaire, c'est pas normal. Mais par contre, les pneumonies, elles offrent une excellente iconographie. Et c'est là où le raisonnement est difficile et c'est là où il y a beaucoup de cas de figure. D'ailleurs, nous avons choisi pour vous des cas cliniques réels du service pour arriver à cet objectif dont je viens de vous parler. Alors, la suivante. Donc, nous allons passer en revue trois choses. La radio standard. Par radio standard, on ne va pas parler beaucoup parce qu'on va juste parler des pièges. Quelles sont les choses sur lesquelles vous devez insister pour ne pas passer à côté d'une pneumonie ou justement d'une pneumonie, ça s'appelle une pneumonie. Nous allons détailler la téléthoracique parce que le pneumologue, actuellement, il donne beaucoup plus d'importance à la téléthoracique que la radio standard. C'est vrai qu'on fait la radio standard, mais la TDF, elle est beaucoup plus demandée actuellement parce qu'elle offre une sémiologie très, très, très approfondie et ça nous réconforte concernant le diagnostic de nos patients, le suivi et les complications. Alors, cette imagerie, on va donc chercher des cas cliniques qui vont vous orienter vers l'étiologie. C'est le germe. L'étiologie de l'infection, c'est le germe. L'imagerie, elle va vous servir pour le diagnostic différentiel. Ça ne sert à rien de traiter un malade par une antibiothérapie alors qu'il a un cancer. Bon, ça, je ne vous apprends rien du tout. Et les complications devant un échec thérapeutique. Un patient chez qui vous avez donné une antibiothérapie dont vous avez jugé utile, il ne s'améliore pas.
Alors là, il faut chercher des complications, et c'est là que l'imagerie va détecter les complications. La suivante. Donc, je pense qu'il y a 4 cas cliniques de la radio standard. La suivante. C'est surtout les pièges diagnostiques. La suivante. Voilà, donc on va passer en revue 4 cas cliniques. Et nous allons discuter de façon impérative pour voir un petit peu quelles sont les choses qu'on peut retenir. Bon, le premier cas clinique. Alors, comme le professeur Ftouh l'a très bien expliqué, donc on va essayer de procéder à travers des cas cliniques pratiques. On va parler en premier on va parler de la radio standard, qui reste l'examen de première intention en termes de diagnostic de pneumonie. Donc, on va voir quelques images pièges de la radio thorax. Donc, on commence par le premier cas clinique. C'est un patient de 56 ans qui consulte pour une toux avec expectoration purulente et chez qui l'examen trouve des râles ronflants. Donc, on a réalisé chez ce patient une radio de thorax. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de la radio de thorax? Bon, alors, pour vous aider, l'aspect radiologique, qu'est-ce qu'il montre? Oui. Et à quoi vous pensez? Voilà, pour vous faciliter la tâche, qu'est-ce qu'elle montre la radio? Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'il y a une anomalie? Est-ce qu'il y a une opacité? Est-ce qu'il y a une clarté? Oui. Pour faciliter la tâche, on est dans le chapitre des pneumonies. Donc, orientez-vous vers les pneumonies. Exactement. Cherchez est-ce qu'il y a une pneumonie ou pas. Donc, pour mieux vous guider. Le poumon droit, Clair. plus clair que le poumon gauche. Il y a une différence de transparence. Différence de transparence, oui. Donc, lorsque vous voyez la radio, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que le patient est là une pneumonie ou pas? Est-ce que l'aspect, je dirais, clair, il est symétrique des deux côtés? Non, le droit, Le droit, il est plus clair que le gauche. Le côté gauche, on a l'impression que c'est opaque. Oui ou non? Oui. D'accord, donc, puisque c'est opaque, on peut dire que c'est une pneumonie. Non? Oui. Une image opaque sur un poumon normal, ça peut être une pneumonie. Alors, donc l'anomalie radiologique ou l'image suspecte, c'est effectivement à gauche. Donc, ça peut simuler à une pneumonie, mais en fait, la radio, si vous arrivez à voir, déjà c'est une radio qui n'est pas symétrique. C'est pas vrai face. Non, il y a le pointeur là. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc déjà, la radio, il n'est pas symétrique. Si vous arrivez à voir donc les deux bords internes de la clavicule par rapport à la ligne des épineuses, donc la distance, il n'est pas équitable. Les deux omoplates, ils ne sont pas très bien dégagés. En fait, cette image radiologique n'est que la superposition donc de l'omoplate sur le poumon. Et donc, c'est une asymétrie de transparence qui est probablement due à un défaut de centrage. Donc, pensez à des problèmes techniques. Ça, c'est pas une image. C'est une image piège, mais un problème technique. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le... donc, je vous ai dit au départ qu'on est clinico-radiologique. Alors, sur le plan clinique, est-ce que vous avez une remarque sur le plan clinique? Voilà, donc les râles ronflants. Normalement, devant une pneumonie pareille, on est en mesure de trouver des râles plutôt crépitants. C'est plus pertinent. Il y a des râles ronflants, effectivement. Si on a des râles ronflants à droite ici, bon, donc l'image effectivement de gauche, c'est l'image piège. La fièvre. Non, c'est juste une toux avec expectoration purulente. En fait, c'était juste une bronchite. C'est un patient qui a une bronchite simple, sans fièvre. Et l'essentiel, c'est de vous montrer que pensez aux problèmes techniques. Quand vous recevez la radio, pensez aux problèmes techniques. Et donc, des critères de qualité dans la radiographie qui sont toujours analysés. La symétrie, la transparence, etc. Tout ce qu'on a appris de sécurité radiologique. Oui, le suivant, pour ne pas tarder beaucoup. Donc, deuxième cas clinique, cette fois-ci, c'est une patiente de 48 ans. C'est juste pour vous montrer un piège technique qui peut laisser penser à une pneumonie du sommet gauche.
Mais on arrive justement au profil. En fait, la première Là, question, c'est une indication à la radio. C'est juste une faute de frappe. Sur la radio, la durée des symptômes, le début des symptômes, est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire une radio? Bon, peut-être s'il est diabétique, on va faire peut-être qu'il est diabétique. Oui. Très bien. Oui. Donc, deuxième cas clinique, c'est une patiente de 48 ans, donc qui consulte pour une fièvre avec toux sèche et elle a également à l'examen des râles ronflants. Voici sa radiothorax. Est-ce que vous pouvez dire... L'image radiologique, c'est quoi? À quoi vous pensez? Il y a une anomalie ou pas? Elle est à droite, à gauche? À droite. Vous voyez, c'est une opacité qui va depuis le sommet jusqu'à la base. Elle est apico-basale. Elle arrive jusqu'à... Donc ça peut être une pneumonie. Alors, on est dans les pneumonies. Alors, moi, je vais vous dire, à chaque fois, je vous dis pneumonie. Donc, pour essayer de me prouver le contraire. La limite externe, il est net, La oui. limite externe est nettement nette, oui. Ça peut être un artefact, oui. Clinique. Clinique, il n'y a pas quelque chose. Des ronflants aussi, donc c'est pas critiquant. Une pneumonie pareille, ça peut être, ça peut donner des, enfin, il doit donner des crépitants. À l'examen. Effectivement, ce sont les cheveux de la patiente. Donc, le fait qu'il est très bien limité, Les cheveux, c'est parce qu'il est très bien limité. avec l'absence de systématisation et également la disposition inhabituelle. Donc, il faut toujours penser à demander aux patients donc, la technique de réalisation, le déshabillage, mais également est-ce que les cheveux étaient relevés sur la tête ou pas. Donc, c'était que... Donc, des signes radiologiques qu'il faut retenir, c'est que trop bien limité en externe, Oui. et n'obéit à aucune systématisation. Ce n'est ni l'aube moyenne, ni l'aube supérieure, c'est depuis le recherche. Donc, ce n'est pas une systématisation anatomique qu'on connaît. D'accord? Donc, c'est les cheveux. Voilà. Troisième cas clinique, c'est un patient de 65 ans, fièvre à 38,5, tout sèche avec douleur thoracique et des râles crépitants au niveau de la base droite. Radiothorax. Déjà la base droite, avec les crépitants de la base droite, il y a toujours une concordance. Oui, effectivement. Mais la radio, qu'est-ce qu'elle... Voilà. Les mouvements de cul-de-sac à droite, oui. Et puis la ligne paratraquelle, elle n'est pas trop. Voilà. Elle est un peu inclinée vers le. Est-ce qu'il y a un foyer de pneumonie? Il y a une pneumonie, toujours. S'il y a une pneumonie, où est-ce qu'elle est? Est-ce que ça sera intéressant ici de compléter par le profil? Parce qu'il y a une atteinte basale droite. Oui. Donc vous avez des crépitants. Vous avez un émoussement, c'est important. Et est-ce qu'on voit très bien l'angle Cas du phrénique. droit? Non. On ne voit pas donc avec le. Il y a quelque chose qui est à ce niveau-là. Voilà. Donc pensez toujours aux signes indirects. Il y a des signes directs, il y a des signes indirects. Comme l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, on trouve rarement une zone d'infarctus. Mais lorsque vous trouvez une atérectasie en bande, L'ascension de... donc on pensez aux signes indirects, ou bien des signes associés. Là, vous avez un effondrement, un cul-de-sac, et vous voyez la pneumonie chronique. Donc, on a complété par un scanner thoracique, effectivement. Dans la deuxième. Oui, c'est une pneumopathie basale droite postérieure. Donc, les crépitants et les signes associés. Et sur la radio, si on voit rapidement cette radio sans qu'on fasse attention, on va dire qu'il n'y a rien. Effectivement. Alors, vous voyez, là, assez important. Oui. Donc, on arrive au dernier. Non, toujours un autre exemple, monsieur, sur la pneumopathie
basale toujours de localisation postérieure. Et ça, c'est juste pour vous dire que la radiothorax de profil, elle a toujours son intérêt, notamment dans les localisations postérieures. Donc, pensez aux images rétrocardiaques. Pensez aux images au niveau cardio-clinique. Il ne faut pas hésiter de demander le profil et le scanner thoracique. Effectivement. Voilà, donc voilà un petit peu quelques pièges. Et ça, c'est une étude, malgré qu'elle est ancienne, elle vous donne un petit peu le rapport de vraisemblance. Effectivement, les rats crépitants restent. Lorsqu'il n'y a pas de rats crépitants, ça permet d'éliminer avec un rapport de vraisemblance négatif. Et ça permet de confirmer avec le rapport de vraisemblance positive. Donc, en présence de râles crépitants, il faut s'acharner à chercher donc, la présence de pneumonie. Vous avez le scanner, vous avez le profil, et surtout dans l'occasion particulière. Quatrième cas clinique, c'est un patient de 56 ans, toujours avec une toux sèche, une fébricule et un examen pleuropulmonaire qui est normal. La radiothorax. Vous allez dire pourquoi on a fait une radio. Bon, il a toussé plus de 3 semaines. Oui. C'est un tout sèche qui est très Non, on n'a pas. général stable, c'est stable. Oui. Avec la notion de soit un traitement auparavant, c'est les gens qui ont déjà traité déjà traités, ou la l'automédication. Une image décapitée, oui. Voilà. Pas une antibiothérapie. Donc, à votre avis, radio La normale, radio, comment elle est? Une distance. Hyperclaste avec aplatissement l'élargissement des espaces intercostaux. Bon, là, pour le droit, légèrement élevée. Non. pas branché, est-ce qu'il y a quelque chose de branché? On a l'impression qu'il y a rien. En bas à gauche. C'est l'intersection des côtes avec quoi? Non, c'est au niveau parenchymateux, est-ce qu'il y a une anomalie parenchymateuse au niveau de la radio? Au niveau du branché, on a l'impression qu'il n'y a rien. Donc, une fièvre, une toux sèche, examen pleuropulmonaire Normal. 56 ans, rien normal. Vous arrêtez là? Je demande un scanner. Je demande un scanner après. Effectivement. Un patient qui est fébrile, un patient qui est fébrile, Oui. Ça dépend aussi. S'il a déjà reçu un traitement, on demande direct un scanner. Ça peut être viral. Donc c'est super. Donc, maintenant, vous allez opter pour un traitement. S'il n'a jamais reçu de traitement, Si c'est un virus, vous allez donner un traitement. Non, Vous n'allez rien donner. Vous allez le renvoyer avec le. Allez, je demande un scanner. généralement, ce suraffecte. On demande un scanner. En 2-3 jours, Voilà, je demande un Ça, scanner. vous allez le donner dans les pattes. ouais. ce qui est la queue de la fièvre. On le revoit dans 3 jours. On pousse vers. Moi, je demande un scanner. Un scanner Un scanner haute résolution. Oui. C'est déjà. Et la radio du facial. C'est de la trame. Oui, mais brancher 3 jours, il est revenu. Brancher des rats, elle doit avoir une traduction. Oui. Brancher des rats, c'est vrai qu'on dit que 90% dans la on a dans 10%, on peut trouver des anomalies. Quelles sont les anomalies qu'on peut trouver? Les virus. Syndrome interstitiel. Syndrome Interstitiel. Normal. Donc, on a complété par un scanner, donc effectivement, qui a montré un discret syndrome interstitiel. Cela juste pour vous dire que dans un contexte clinique qui est évocateur, il ne faut pas hésiter à demander un scanner thoracique, même devant une radio thorax, parce que la radio, il manque de sensibilité et on peut passer à côté, par exemple, d'un syndrome interstitiel.
devant des images, bon, je vous apprends rien du tout, des images par c'est un filtre, ça fait Oui. On a vu des cas Au tout début. de varicelle tardif chez des immunodéprimés comme ça. Donc la clinique est très importante. Bien sûr. Donc ici, le message devant ce cas clinique, c'est donner de l'importance à la clinique, même devant les radiopassants. C'est la clinique. Et complété par les autres examens qui vous paraissent le scanner, les groupes. Très bien, donc vous avez un petit peu, on a un petit peu les différents Mais là, vous parlez que de la radio, de la clinique et de la biologie. Bon, c'est un atelier qui a plutôt un objectif d'imagerie, une biologie. On aura beaucoup d'iconographes. Partie de raisonnement. Oui. Alors, le scanner. oui, toutes ces limites de la radiothorax donc, conduisent à s'interroger sur l'intérêt du scanner en termes donc, de diagnostic de pneumonie. Alors, plusieurs études se sont menées dans ce sens. On a ici une étude prospective de 58 patients suspects de pneumonie et qui ont réalisé et la radio et le scanner thoracique. L'interprétation était à l'aveugle, réalisée par 3 médecins, des pneumologues et des radiologues. Et les résultats de l'interprétation étaient classés en 3 catégories, normales, certains et incertains. Donc, comme vous pouvez donc voir ici, donc 15 patients qui avaient quand même une radiothorax douteuse, incertain, le scanner, il a permis donc de confirmer la présence d'une pneumonie chez 67% des cas. Et il a permis également chez les patients avec une radio normale, donc dans 35% des cas, de confirmer la présence donc de pneumonie. Une autre étude qui vient appuyer ce qu'on vient de dire, donc c'est une étude portée sur 319 patients et qui a confirmé qu'effectivement le scanner permet une modification de la certitude diagnostique dans 59% des cas, surtout chez les sujets âgés avec une suspicion clinique et une radiothorax normale, permettant ainsi donc d'améliorer la prise en charge chez 2/3 des patients. Donc il ne faut pas hésiter à demander un scanner thoracique en cas de discordance radioclinique, d'incertitude diagnostique, devant des cas graves ou des suspicions de complications ou l'absence de réponse au traitement, ou chez les sujets donc âgés grabataires en première intention. Je pense que si vous permettez, Oui. que grâce à la pandémie du Covid, on a eu plus la main facile Pour les scanners, effectivement. Et même les patients n'hésitent plus quand on leur demande un TDM thoracique. Donc, le Covid, le malade demande plus, le malade demande le scanner. Demande eux-mêmes le scanner. Le scanner. Très bien. Donc, le scanner thoracique, il y a une sémiologie scannographique. On va passer en revue, les 5 grandes catégories de pneumonie que les radiologues vont nous interpréter. 5 grandes, je pense 5 ou 6. Et de là, de ces 5 profils de pneumonie sur le plan scannographique qu'on va voir cas par cas, on va voir les germes les plus fréquents pour proposer un traitement antibiotique. Donc, le premier cas clinique. Alors, le premier cas clinique, c'est un patient de 57 ans, tabagique chronique à raison de 20 paquets années, qui vient dans un tableau brutal avec une peau productive et des expectorations purulentes. Il est dyspnéique, donc c'est une dyspnée stade 2, et il a une fièvre non chiffrée. L'examen clinique, donc c'est un patient qui a une fréquence respiratoire à 18 cycles par minute, légèrement tachycarde à 90 battements par minute, et qu'il a à l'auscultation des râles crépitants à gauche. Alors déjà, quelle imagerie demandez-vous? Radiothorax. Vous commencez par le radio ou par un scanner? Pourquoi? C'est ce qu'on fait en scanner. En fait, c'est un tabagique, il vaut mieux faire un scanner. C'est rapide. Productif, Facile à réaliser, ouais. C'est économie, simple. C'est un tabagique, même si on a une radio normale, on aura toujours un doute. Bon, on commence, logiquement, on commence par une radio standard. Ouais. Parce que si jamais vous tombez sur un aspect typique, vous pourrez vous arrêter rapidement. C'est ça l'objectif. Oui. Oui. Donc la radio de thorax face de ce patient.
Alors, qu'est-ce qu'il manque? Systématique. Je pense qu'il y a C'est une opacité systématisée, oui. Elle est systématisée. Oui. Elle est mal limitée. Mal limité. Oui, avec un contour interne qui est flou, mais un contour externe qui est limité par la plèvre et les scissures. Il y a un doute sur Le le bord mélange. gauche du cœur, il efface, donc c'est un peu Oui. Il antérieur. Mhm. Est-ce qu'il y a un morcine qui permet de... Oui. Avec présence d'un bronchogramme aérique. Si. Si. Bon, je pense ici, on peut oublier à droite. Non, c'est un syndrome c'est un syndrome alvéolaire. Effectivement, c'est une opacité alvéolaire systématisée avec la présence du bronchogramme aérique. Le scanner, oui. Oui. Alors ici, la question se pose en tant que clinicien, est-ce que vous allez demander le scanner ou pas? Pas tout de suite. Non. Je On pense traite d'abord. On traite, on revoit la radio de contrôle si ça me Voilà, donc le message ici, c'est que si vous avez une radio évidente, c'est pas la ça c'est une pneumonie, c'est un syndrome alvéolaire Oui. systématisé, c'est une pneumonie. Bien sûr, le malade il a des rate crépitantes, il est fébrile, c'est un tableau de pneumonie Typique. évidente. Donc le scanner n'est pas nécessaire dans un temps de... En première ligne. Voilà. Donc ça, c'est le message aussi, parce que vous avez une certitude que vous n'êtes pas obligé de faire le scanner. Non. Vous pouvez gérer le malade sur la radio, bien sûr, sur les examens biologiques que vous avez et les examens cliniques. Voilà. Surtout, je me posais une question. De ces genre de patients, est-ce qu'on peut pratiquer une bronchoscopie? Parce qu'on parfois c'est en endobronchique. Et la pneumonie, c'est juste ce qu'il y a en aval de Devant cet aspect, La fibroscopie, le scanner, pas dans l'immédiat. Après la discussion, ce sont des choses qu'on pourra demander lorsqu'on est dans la situation d'échec rénal. Oui. Parce que vous avez la certitude. Vous allez juger votre patient après 3 jours, après 4 jours. Si vous jugez que le nettoyage radiologique, c'est pas ça, au bout de 3 semaines, vous suspectez que à ce moment-là, vous devez compléter par le scanner, par la fibroscopie, si vous suspectez. Mais pas dans les médias. Oui. Oui. Alors effectivement, le scanner n'était pas nécessaire pour le diagnostic, mais il a quand même montré une condensation alvéolaire, donc à limite scissurale nette, et avec la présence d'un bronchogramme aérique. Donc, vous retenez quel diagnostic? Cette entité. C'est une pneumonie franche lobaire. Pneumonie lobaire. Lobaire. On parle pas de pneumonie franche lobaire, pneumonie lobaire. Pneumonie lobaire. Très bien, on a supprimé franche. Allez-y. Donc, c'est une pneumonie lobaire, effectivement. Alors, devant cette pneumonie lobaire, quel germe suspecté en premier? Effectivement, le Streptococcus pneumoniae. Donc, reste le germe le plus fréquent, mais il existe également d'autres germes qui peuvent donner le même aspect radiologique, notamment la Klebsiella, la Legionelle et l'Hémophilus et le Staphylocoque. Donc, Restez s'il vous plaît dans le... Alors ça, c'est une diapo très importante, parce que le fait de trouver une pneumonie lobaire, c'est pas obligatoirement un pneumonie. Vous voyez qu'il y a d'autres germes. Klebsiella pneumoniae, si vous donnez une amoxicilline simple, vous n'avez pas une pneumonie. Donc voilà un petit peu la problématique de l'antibiothérapie. Et devant une image pareille, il faut penser aux autres germes. L'hémophilus, il peut donner une pneumonie lobaire, mais bon, l'amoxicilline protégée, oui. et par exemple, le Klebsiella et le Staphylocoque, l'amoxicilline simple. Donc voilà une difficulté concernant les approches probabilistes et la prise en charge de ces patients. Donc, comme on vient de dire, le pneumocoque, sa présentation typique est plutôt la pneumonie lobaire, mais il peut également se présenter sous forme d'une bronchopneumonie ou une pneumonie rente, qui est une forme particulière de consolidation arrondie et unique. Pour le staphylocoque, c'est plutôt une bronchopneumonie avec des atelectasies segmentaires qui sont fréquents et un bronchogramme aérique qui est plutôt rare.
Mais le tableau clinique, pardon, Oui. ici, les staphylocoques, le tableau clinique, il est Il est plus brutal, bruyant, c'est oui. pas la toux sèche, C'est la gravité. Effectivement. c'est la gravité. Et pour la Klebsiella, c'est surtout une pneumopathie qui est unilatérale, lobaire, qui atteint de façon préférentielle le poumon droit, avec un aspect qui n'est pas toujours évident sur la radio, mais si on le trouve, c'est un aspect qui est très évocateur, c'est l'aspect de scissure bombante. Et au scanner, on a donc un aspect mixte de condensation de faible densité avec une hétérogénéité et une périphérie qui est mal délimitée avec rehaussement après injection de produits de contraste. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est que un aspect radiologique, ça peut être dû à plusieurs germes, par ordre de préférence, c'est pas obligatoirement un. Et un germe, il peut donner plusieurs aspects. Donc, moralité, lorsqu'on va raisonner, il faut donner de l'importance à l'épidémiologie et à la clinique aussi. Un patient qui a un panarie ou bien un abcès cutané, s'il a une image pareille, Staphylocoque. on va commencer. Diabétique. J'ai un bouton de fièvre. Quelqu'un qui a un herpès, on va. C'est le pneumocoque. Oui. Donc la clinique, c'est toujours, doit être toujours présente, même si vous avez un aspect typique. Un aspect typique pneumonie locale, vous voyez, ça peut être 2 ou 5 germes. Oui. Donc, pour revenir à notre patient, donc après une antibiothérapie probabiliste, on a demandé une imagerie de contrôle. Alors Qu'est-ce là, que vous pensez de ce alors résultat? voilà un patient qui a été traité parce qu'on a suspecté un pneumocoque. On a traité. Pourquoi? Et par L'amoxicilline protégée. 6 jours, traitement correct. Et voilà l'image De contrôle. après 10 jours de traitement. Voilà une image. Vous êtes, Oui. La clinique. vous êtes satisfait? Je pense qu'on doit d'obsédation. Effectivement. Donc, on a une absédation du foyer pneumonique initial. Est-ce qu'il a eu comme traitement antibiotique? C'est l'amoxicilline protégée pendant 10 jours. Oui. Oui. Et donc, les pneumonies peuvent avoir une évolution défavorable et ils peuvent avoir certaines complications. On note les plus fréquents, c'est l'épanchement pleural liquidien dans 10% des cas, une excavation dans 6% des cas ou carrément un empième dans 5% des cas. Alors, l'abcès... Oui. Alors, si vous avez ces complications, est-ce que vous allez les considérer comme un échec thérapeutique ou bien c'est une évolution naturelle? C'est les signes de gravité de la pneumonie. C'est une complication. Normalement, on doit voir le malade le troisième jour. On va voir cliniquement ce qu'on va mieux. On peut changer, on peut ajouter un traitement. Donc, même si vous avez ces complications-là, on revient toujours à la clinique. S'il est apéritif, s'il a une raison, on ne va pas dire qu'il a un échec thérapeutique. Non. C'est une complication. C'est une complication. Bon, complication, je dirais, je suis dans l'évolution naturelle. Inévitable. Voilà. Donc, le message ici, c'est la clinique. Si vous avez un patient qui est apéritif, qui a une apnée de symptômes et qui garde un empire, il ne faut pas s'affoler. Non. Mais est-ce qu'on ajoute une autre antibiothérapie? Pardon, excusez-moi. Mais pardon, s'il reste fébrile, si il a un empire, il faut s'inquiéter. Oui. Voilà. Vous avez compris la différence. Donc, la clinique. Pas uniquement l'image radiologique, donc la clinique. Et il y a des arguments qui s'améliorent dans les 48 heures, etc. C'est-à-dire que le malade, il est plus autonome, il s'alimente, il est plus réhydraté. Et d'autres, par exemple, 48 heures après, tu peux demander autre chose. Mais la radiographie thoracique, elle risque un peu de traîner parce qu'il y a pas mal de gens qui la demandent une semaine, 10 jours après, alors que c'est pas ça. Normalement, on dit 3 semaines. Il faut dire qu'il n'y a pas de nettoyage, ça ne marche pas, c'est au-delà de 3 semaines. 3 semaines. Moins de 3 semaines, vous êtes toujours dans l'évolution naturelle. Voilà. Il y a des gens qui vont améliorer les images radiographiques, il y a des gens qui, parce que si on prend les diabétiques, généralement, en âge, les diabétiques, ils ne nettoient pas facilement les cicatrices très mal. Oui. Il y a un retard pour le nettoyage radiologique. S'il vous plaît, j'ai une question. Si on a ce genre de complications, est-ce qu'on rajoute une autre antibiothérapie? C'est pas on va discuter après.
Alors, pour les complications, l'absédation, il se manifeste par un syndrome alvéolaire au sein de l'opacité, avec donc des limites qui sont nettes et régulières, et des limites externes qui sont souvent masquées par l'opacité, avec la présence d'un contenu hydroaérique. Pour les complications d'ordre pleural, donc on peut trouver soit un épanchement de faible abondance, ce qui est très fréquent, c'est généralement c'est réactionné, c'est généralement une réaction inflammatoire, effectivement, mais lorsqu'il est de grande abondance, là, il faut penser soit à une pleurésie purulente ou à carrément un empième. Donc, quelques différences radiologiques concernant les critères de l'empième et de l'abcès. Donc, ce qui est en haut, ça, c'est l'image d'un empième avec une forme qui est plutôt lenticulaire, une paroi qui est fine, avec un refoulement, un parenchyme qui est comprimé et surtout avec des angles de raccordement qui sont obtus. Contrairement à l'image d'abcès, c'est plutôt une image qui est ronde avec une paroi épaisse et des angles de raccordement qui sont aigus. Alors, donc vous avez vu un petit peu le premier cas clinique. Alors, est-ce que devant l'apparition de ces anomalies, est-ce qu'on est en mesure de changer l'antibiothérapie? Ajuster. Ajuster. Ajouter Donc, il y a ajuster. Changer. C'est la même chose. Non, il y a switcher ou ajouter. Il y a changer ou ajouter. C'est-à-dire compléter le spectre. Voilà. Élargir le Voilà, compléter le spectre. Plutôt. Là, ça dépend de la clinique. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un patient qui s'est amélioré, il n'est plus fébrile, il n'a plus d'expectoration purulente, il a un empième, on va le surveiller. On ne va rien changer. Mais par contre, si vous avez un patient qui reste un petit peu fébrile, et que vous avez une pleurésie, et il a une fièvre depuis 3-4 jours, s'il est fébrile, ça veut dire qu'il a une pleurésie purulente. Il faut la drainer. Et là, il faut changer l'antibiothérapie. Oui. Si le malade il a fait un abcès, alors l'abcès, généralement, on complète le spectre et on change l'antibiothérapie. Parce qu'on ne peut pas laisser un malade avec un abcès comme ça, à dire qu'il est apéritif. Donc au cas par cas, il n'y a pas de règle, mais au cas par cas, toujours se référer à la clinique. Mais encore une fois, une image radiologique ne vous autorise en aucun cas de traiter un patient, quel que soit l'image. On ne traite pas sur une image radiologique. Il y a aussi des On ne traite pas sur un examen biologique. D'accord? On traite sur un contexte. Est-ce qu'il y a des changements dans la prise en charge de l'abcès pulmonaire? Pour l'antibiothérapie. Alors, le seul changement, c'est la durée. Des infections respiratoires en général, c'est la durée. C'est la durée. Oui. Et sinon, Sinon, on reste toujours dans les Non, au contraire, ils ont tendance à diminuer la durée. Bien sûr, tu vois l'instabilité, mais ça ne veut rien donner. Généralement, c'est De prolonger, oui. Il y a même des équivalents de la régénération qui sont efficaces. Donc, vous pouvez. Alors, moi, à mon sens, un abcès pulmonaire, c'est un malade de l'hospitalisation. Ah oui. C'est pas un malade de l'hôpital. Oui. Non, en Et il y a des antibiotiques de référence. Il faut les donner en hospitalisation. Je ne vais pas les donner. Donc, la durée, généralement, c'est 7 jours. Maintenant, même les infections de la réanimation, on dit 7 jours. Même les c'est 7 jours. Parce que finalement, on a fait des études, on a comparé ces 3 semaines de traitement, cette semaine et cette semaine, on a trouvé qu'il n'y a pas une différence sur le plan guérison, efficacité, mais plutôt il y a plus d'effets secondaires chez certains patients que les autres. Donc actuellement, on est dans les 7 jours, on n'est plus dans les 6 semaines de traitement comme avant. Oui. Donc, on passe au deuxième cas clinique. C'est un patient de 55 ans, diabétique sous insuline, avec une toux productive et des expectorations purulentes, une fièvre non chiffrée et une altération de l'état général. L'examen clinique, donc, c'est un patient qui est eupnéique au repos, avec une tachycardie à 100 battements par minute
et des râles bronchiques à l'examen. Voici sa radiothorax. Oui, alors la radio, qu'est-ce qu'elle montre? Quelle opacité à droite, à gauche? Oui. Qui repose sur la ce qui est à droite, qui est à pied. Oui, donc il y a une opacité Il y a celle-là qui est systématisée, mais également Sur l'axillaire gauche. oui, L'axillaire au bas gauche âge. aussi. C'est un truc de ventilation à la gauche, non? C'est un foyer également. Sur le plan, c'est une caractéristique. Effectivement, ce sont des opacités alvéolaires à limite floue, multiples, confluents. Alors là, il n'y a pas de Il n'y a pas de bronchite. Là, les alvéoles. Non, non, il n'y a pas de bronchogramme aérien. Il n'y a pas Les de alvéoles. mais quel est ici le signe le plus pertinent qui va vous dire que ce sont des images alvéolaires? Parce qu'il n'y a pas de bronchogramme. Non, mais on va, ce ne sont pas des images Systématisé. C'est des images floues confluentes. Confluent. La confluence. C'est la confluence. La confluence. Parce que le syndrome alvéolaire, qu'est-ce qui fait qu'il y a la confluence? Parce que l'inflammation, les alvéoles, Dissémination. et l'inflammation n'est pas rapidement. Ce n'est pas comme le syndrome interstitiel. D'accord? Donc là, c'est un syndrome alvéolaire bilatéral. Oui. Qu'est-ce qu'on évoque? Bon, le scanner thoracique, il montre des condensations nodulaires à limite floue de distribution centrolobulaire et hétérogène. Et donc, vous pensez à quel diagnostic? Avant le gène. Ça, c'est Déjà, un deuxième profil de pneumonie radiologique. Alors, je vous ai dit au départ, on va avoir 5 profils. On a vu la pneumonie C'est normal. C'est normal. Il est eupnéique. C'est la bronchopneumonie. Voilà, donc la bronchopneumonie, elle se manifeste généralement comme ça. Et devant cet aspect, vous avez légère puissance. Diabétique. Donc déjà, c'est quelle anomalie radiologique ou quel diagnostic? Il est trois. Chez le diabétique, il faut penser. C'est bilatère. C'est une bronchopneumonie, donc c'est un aspect de bronchopneumonie, effectivement. Et les BGN. Quels sont les germes à suspecter? De porte intracondylée. Non. La diabétique, C'est un diabétique, mais elle n'a pas d'anomalie. non. staph aussi. Le staph. Alors, quels sont les germes ici qui peuvent vous paraître Qui peuvent donner cet aspect radiologique. en premier? Staphylocoque. Les intracellulaires, c'est généralement des interstitiels. Parce que vous avez une opacité systématique. Ça peut être aussi L'hémophilus, effectivement, c'est plutôt C'est pas le chlamydia, c'est pas le Non, c'est l'intracellulaire. L'hémophilus, le staphylocoque, effectivement. Donc, les bronchopneumonies surviennent essentiellement chez des terrains fragilisés. Donc, la contamination se fait par voie aérienne. Et les germes bactériens les plus souvent responsables sont surtout l'hémophilus et le staphylocoque. Et l'évolution peut être défavorable, évoluant vers la nécrose et l'absédation. Voilà. Donc bronchopneumonie, c'est pas le pneumonie en premier. C'est staphylocoque. Hémophilus. Pneumonie lobaire, c'est le pneumonie en premier, hémophilus en deuxième, mais pensez aux entraîneurs. Et là, vous allez proposer une antibiothérapie appropriée à votre patient. Oui, alors 4-3. Troisième cas clinique, 82 ans, sans antécédents notables. Les signes fonctionnels, donc, ils ont débuté progressivement avec un syndrome pseudo-grippal 3 jours avant sa consultation. Il vient avec de la fièvre, une toux sèche. Et l'examen, on trouve une saturation à 89% et un examen pleuropulmonaire qui est normal. Donc, le scanner thoracique, qu'est-ce qu'elle montre? On n'a pas de radio chez ce patient. C'est du verre dépoli. Des images nodulaires, Effectivement, c'est un verre dépoli avec épaississement des septa, donc des opacités réticulaires et linéaires. Oui, des condensations à gauche, effectivement.
Infection. Non, mycoplasme. Non, c'est pas. C'est pas un vrai Covid, mais c'est un Covid surinfecté. Chikungunya. Là, c'est pas un Covid. Oui, c'est. Est-ce que le scanner, c'est un cas évocateur de Covid? Non, Pas typique, non, pas Pas typique. le terme de Covid. Non, c'était avec les verrues. les vers des polypes Covid, ils sont aigus. C'est pas l'aspect typique en tout cas. Germe intracellulaire. Donc, c'est une pneumonie déjà interstitielle. Et les germes qui peuvent être en cause, ce sont surtout chlamydia, les virus et les mycoplasmes. Effectivement. Donc, on a complété par un bilan chez ce patient, donc les globules blancs à 10 000, l'hémoglobine à 13, plaquettes normales, CRP à 20 et un PCR multiplex qui a mis en évidence la présence d'un virus influenza de type A. Donc, finalement, c'est une pneumopathie virale grippale, oui, de type A. Donc ici, pneumonie interstitielle, c'est les virus, c'est le germe. Mycoplasme. Oui, c'est surtout. Exceptionnellement, un pneumocoque, pneumovirus, là, pneumonie interstitielle. Donc devant pneumonie interstitielle, il faut penser au virus. Il ne faut pas hésiter à faire passer la multiplex. Et les germes Bien intracellulaires. sûr, si vous allez traiter votre patient, ne lui donnez pas de l'amoxicilline, parce que ça ne va rien donner. C'est macrolithium. Macrolithium. C'est les kilos. Voilà, une quinoa, non. Enfin, de dernière génération. La génération, la dernière. Dernière, oui. Première génération. C'est d'achat ça fait ça. C'est Donc, quatrième cas clinique, patient de 63 ans, sans antécédents, tout sèche, fébricule à 38, asthénie inhabituelle, donc assez marquée, mais sans anosmie ni agueusie. Le scanner thoracique, ça fait Covid. Donc, c'est un verre dépoli bilatéral, prédominance surtout basale et périphérique. Effectivement, c'est une pneumonie virale de type SARS-CoV-2. Donc, les pneumopathies Covid-19, le scanner n'est pas spécifique, mais il est assez évocateur. Donc, il montre des plages de verre dépoli à prédominance sous-pleurale, basale et postérieure. Ils peuvent être en plage ou nodulaires et ils s'associent parfois à un aspect de crésipavine. Le problème, là, c'est que les radiologues nous donnent, parfois tu vois des lésions qui sont étendues et tu dises 10%. Alors que 10%, quelle est l'incertitude de 5%? Et sur le tableau qui est un peu, c'est-à-dire la sévérité des lésions au sein du parenchyme pulmonaire. Est-ce que ça va donner une idée sur le lieu de prise en charge? Oui, si l'atteinte, effectivement, c'est dépendu de l'atteinte radiologique qui va statuer, mais il faut oublier aussi qu'il y a la clinique. La clinique statue sur la hospitalisation, elle statue aussi sur la proposition de traitement. Et puis, en matière de Covid, effectivement, on a trop parlé de scanner d'imagerie, mais la biologie, il reste le montrer de diagnostic. Les faux négatifs on fait un bon prélèvement, bon laboratoire généralement. Et après, il ne faut pas faire le prélèvement dans les délais. On va faire le prélèvement de la journée. Mais effectivement, l'aspect radiologique, c'est un aspect orientateur. Mais bon, en fait, la période pandémique, ce n'est pas le même raisonnement qu'actuellement. Effectivement. Donc, on n'a plus le même raisonnement actuellement qu'il y a 2 ans. On était dans une phase de pandémie. C'est-à-dire qu'on était dans un objectif de diminuer la mortalité de la population. Maintenant, on n'est plus dans cet objectif. Maintenant, le Covid, il est considéré comme une maladie. Il est invité. Il y a certains cliniques, des bilans à traitement. Donc, c'est le contexte pandémie qui a changé actuellement. On parle de pandémie. Pour gérer les patients de façon personnalisée. Effectivement. Oui. Cinquième cas clinique, 45 ans, sans antécédents, tout productif, fébrile, avec douleur thoracique gauche. L'examen clinique, mauvais état bucco-dentaire, une diminution des murmures vésiculaires à gauche et des râles crépitants à gauche également. Radio et scanner du patient. Vous pensez à quel diagnostic? Les infections anaérobies. Cette radio,
Vous allez dire quoi? Image hydro. Image hydro. C'est-à-dire C'est sur un fonctionnement dans Mais d'emphysème Surinfecté, oui. Effectivement. Les images hydroaériques, il faut surtout différencier entre tout ce qui est intraparenchymateux, notamment l'abcès pulmonaire. Donc, il se manifeste par une cavité arrondie avec, donc, effectivement, une paroi qui est épaisse et l'angle de raccordement qui est aigu. Le kyste édatique, contrairement, donc, c'est une image qui est à paroi fine. Et contrairement à l'abcès, donc, il n'y a pas de rehaussement après injection de produits de contraste. C'est ce qui permet de différencier entre l'abcès et le kyste édatique. Les images hydroaériques d'origine pleurale, notamment les hydropneumothorax, avec bien sûr une opacité homogène surmontée d'une hyperclarté avec un niveau hydroaérique et surtout les angles de raccordement qui sont obtus. Et il faut surtout penser aux hernies hiatales devant une localisation cardiophénique gauche typique. Et dans ce cas, il faut bien sûr compléter par un scanner thoracique et suivre l'évolution ou le trajet de l'estomac pour confirmer le diagnostic donc de la présence d'estomac en intra-thoracique. Alors ici, dès que vous avez une image hydroaérique sur la radio, il faut se poser la question. Est-ce qu'il s'agit d'une image hydroaérique pleurale? Est-ce qu'il s'agit d'une image hydroaérique parenchymateuse? Ce que vous avez dit tout à l'heure, ce sont des étymologies des images hydroaériques Parenchymateuses. Et il y a des images hydroaériques médiastinales. Une hernie hiatale, vous n'avez pas entre abcès. Voilà, donc la question, c'est lorsque vous avez une hydroaérique, la question, est-ce que je suis au niveau d'abcès, Au niveau du médiastin. et c'est lorsque je juge que je suis au niveau du parenchyme que je vais parler d'une image d'abcès. Et l'image d'abcès, c'est la cystologie, le caractère, la cavité surinfectée. Donc là, on est dans l'image parenchymateuse hydroaérique. L'image d'abcès. Oui. Donc on revient à notre patient. Voilà. Donc c'est une cavité qui est arrondie avec une paroi épaisse et les angles de raccordement ils sont aigus. Donc c'est un abcès pulmonaire. Oui, avec du parenchyme qui est entour. Donc c'est un abcès pulmonaire. Quel germe suspecté? Staph, streptocoque. On les appelle les germes nécrosants. Nécrose. Oui. Comme le BK. Le BK, il est nécrosant. Nécrose. Alors, quels sont les germes nécrosants ici? En fait, tous les germes peuvent donner un aspect radiologique d'abcès pulmonaire. Il y a des BGM, il y a des anaérobies. Effectivement, les anaérobies. Voilà, les anaérobies. Le gramme négatif Klebsiella et également le pseudomonas, surtout chez un terrain donc d'immunodépression. Sixième et dernier cas clinique. Donc, c'est donc ce qu'on a vu. Là, c'était le jaune là. J'ai déjà dit. Là, c'est typique. Oui, c'est dernier. 49 ans, tabagique chronique, dyspnée stade 4, toux sèche, fièvre, frisson, diarrhée. L'examen clinique, donc fréquence cardiaque à 96 battements par minute, une polypnée à 25 cycles par minute, saturation à 80% et à l'auscultation des bronchies au niveau des bases. Radio et scanner de patient. Il y a beaucoup de choses. Je l'aime expliquer. Pneumonie. Par contre, là, il y a des bronchos. Bilatérale, extensive. De quel type c'est difficile? Oui. Alvéolaire, alvéolaire interstitielle. Donc, en fait, ce sont des lésions bilatérales extensives. Alors, reviens à la clinique. La saturation, La saturation. 80%. Est-ce qu'il n'y a aucun paramètre ici qui vous... La Hypoxémie. ce ne sont pas très étendues.
Non, c'est des lésions bilatérales. Ça s'explique la saturation à 80. Vous avez une saturation quand même à 80. À 80, on est Vous avez une atteinte parenchymatose bilatérale. Bilatéral. Est-ce que la question, est-ce qu'une pneumopathie pareille, on peut couvrir une saturation pareille? ولكن شفتوها sur un terrain de BPCO avec un poumon emphysématique. C'est pas un poumon. Si vous avez un BPCO qui vient pour une pneumonie, c'est normal, vous allez couvrir une saturation à 70 parce que la pneumonie, elle va Aggraver. Mais là, je pense que ce n'est pas un BPCO. C'est un patient tabagique chronique. Il se peut qu'il soit une exacerbation de BPCO associé. Mais est-ce qu'il y a une autre diagnostic? Vous cherchez des signes d'embolie. pulmonaire aussi. Il y a des infarcissements. L'embolie pulmonaire associée. Oui. Associé. Parce que les images que vous voyez, Pas d'infractus. قبل ما les images hein, surtout. Quelqu'un qui est en aigu. C'est pas des images que d'infraction. tu ne connais pas, il faut d'abord un achat acharné. Même, parfois on a vu des cas de sepsis un peu avancés, et on a trouvé quelques emboles de scalp. Là, on est devant, on est toujours dans les pneumonies. Et là, on peut parler de pneumopathie. Hypoxémiante. Alors, est-ce que la définition de la constitution, est-ce qu'elle est basée sur la saturation ou non? Ça, parce que la pneumopathie hypoxémiante circule à droite et à gauche. Or, la définition, c'est pas la saturation. Effectivement. La définition, c'est la PO2 inférieure À 60. On ne peut pas parler de pneumopathie hypoxémiante si on n'a pas de peur. Gazométrie. Là, mais pour parler de pneumopathie hypoxémiante, Il faut avoir l'hypoxie. c'est pas la saturation. Donc, ce malade, On a réalisé une gazométrie, effectivement, c'est une PaO2 inférieure à 60. donc c'est une pneumopathie Hypoxémiante. Alors là, vous devez évoquer les étiologies, les caractéristiques de la pneumopathie hypoxémiante. On ne va pas s'amuser à donner la médecine pour protéger la maladie. Non, il y a 3 ou 4 choses à chercher. Donc, déjà, chez cette patiente, quel examen on peut demander? Elle a une diabète. Comme bilan initial déjà. Tous les vies. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est le bilan. Donc, vous demandez tout. Tous les vies. Il est faible. Même l'examen des cytobactériologiques des expectorations. L'animation formule. Oui. Non. La culture, généralement, c'est après. Non, amélioration, etc. L'examen cytobac, C'est en cas d'échec thérapeutique. des explications de l'examen cytobac. Oui, en cas de crise de gravité, c'est En cas d'échec thérapeutique. Signe de gravité. Signe de gravité. En cas de signe de gravité, d'emblée. D'emblée. Donc on va. Donc, moi, je pense qu'il faut faire pour combien de temps? Bon, normalement, on a commencé par l'NFS et la CRP. Et on a traité la patiente. Mais devant la non-amélioration, on a complété par le reste du bilan. Et qui a montré. On a donné uniquement l'amoxicilline acide. C'est une patiente qui a reçu uniquement l'amoxicilline acide clavulanique initialement. Pour vous dire que l'idéal, c'était de demander Tout. Ah, d'accord. Vous avez commencé par. Là, c'est pas comme ça que on a demandé un bilan initial et ça n'a pas marché. Après, on a dit que non, il fallait demander Tout le bilan. Devant la gravité du cas. Oui. Voilà. On perd rien. Vous voyez qu'on est tombé sur un légionnaire. Et la considération N'était pas efficace.
Pour le légionnaire, il a des signes gastriques. Voilà. Et la patiente, elle a une diarrhée, effectivement. Elle avait des signes digestifs. Donc, après adaptation du traitement, donc, on a donné la lévofloxacine pendant 21 jours. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc, il y a une nette amélioration radiologique après un traitement bien adapté. Le message ici, l'homopathie hypoxémiante, la définition c'est la gazométrie. L'homopathie hypoxémiante égale l'insulinodilol et chercher les trois étiologies où il y a les quatre. Je pense qu'il doit être. Oui, donc pour la légionellose, ce sont des condensations généralement rapidement progressives avec une extension généralement contralatérale et les épanchements pleuraux sont fréquents. Donc, il faut penser également aux autres pneumopathies hypoxémiantes, notamment un pneumocystose avec donc un verre dépoli bilatéral, diffus, avec donc respectant le cortex, l'aspect typique de miliaire avec des micronodules diffus. Donc, c'est tout. Voilà, donc on retient sur la deuxième principe qui dit la pneumonie ouverte, la pneumonie interstitielle, la pneumonie cavitaire et les pneumopathies hypoxémiantes. Bien sûr, c'est un profil pathogénique. Et devant chaque profil de pneumonie, il y a des germes. Et ce que vous devez retenir, c'est que un germe, il peut donner plusieurs aspects radiologiques. Et un aspect radiologique. Et beaucoup plusieurs germes. Donc, d'où l'intérêt de parfois ne pas hésiter à demander les examens complémentaires pour appuyer votre diagnostic, pour ne pas tomber dans la surconsommation d'antibiothérapie ou d'antibiothérapie abusive et illicite. Donc, attention au diagnostic différentiel devant un contexte clinique qui n'est pas très évocateur d'infection ou devant la non-amélioration ou la persistance de l'image. Il faut penser aux autres diagnostics différentiels. Donc, notamment la téléctasie ou le collapsus en cas de pneumonie lobaire et qui se manifeste généralement par donc c'est une opacité qui est également systématisée avec diminution du volume, une attraction donc de la trachée et du médiastin, un pincement des espaces intercostals et surtout absence du bronchogramme aérique. Donc la téléctasie peut être segmentaire, lobaire ou carrément d'un poumon. Donc comme vous pouvez voir ici, donc avec une ascension de la coupole et les signes d'attraction. Sur cette image, donc, on a une atélectasie du poumon gauche avec une déviation médiastinale et la mise en évidence même d'un matériel endolimunal qui est la cause de cette atélectasie. Ici, on a l'atélectasie donc totale du lobe inférieur gauche. Autre diagnostic différentiel, notamment devant la non-amélioration et la persistance de l'image. Donc, il faut penser à la pathologie maligne, notamment les adénocarcinomes ou un lymphome. Oui. Le verre dépoli, donc PHS, en cas d'exposition particulière, où il ne faut pas surtout hésiter à compléter par un scanner fait en expiration pour rechercher les autres donc, aspects radiologiques de PHS. L'hémorragie intra-alvéolaire devant un patient qui a cliniquement une hémoptysie, anémie, donc il ne faut pas surtout passer à côté du diagnostic. Devant des excavations et des nodules, donc il faut penser aux métastases excavées ou également un carcinome épidermique qui a un diagnostic qui est purement radiologique. Donc un dernier mot sur l'échographie thoracique qui semble avoir un rôle dans le diagnostic des pneumonies. Donc une étude a été réalisée donc, chez des patients ayant des pneumonies. Donc, ils ont fait radio et échographie. Et donc, cette étude a montré que la sensibilité de l'échographie, donc l'échographie est beaucoup plus sensible que la radiothorax avec un P significatif, donc statistiquement significatif. Et elle a également une valeur prédictive négative, c'est-à-dire une écho normale peut en quelque sorte éliminer la présence d'une pneumonie. Donc, les performances de l'échographie sont supérieures à celles de la radio, avec beaucoup d'avantages, notamment le fait qu'il n'est pas irradiante, qu'il n'est pas invasif et qu'il est disponible et qu'on peut l'utiliser surtout chez les patients hospitalisés en réa ou les patients qui sont difficilement déplaçables. Et donc, effectivement, cet examen pourrait être proposé en première intention chez ce type de patient. Quelques signes donc échographiques pour le syndrome alvéolaire. Donc, il se manifeste à l'écho surtout par la disparition de la ligne pleuropulmonaire, avec une structure qui est plutôt échogène, hétérogène, avec la présence, donc c'est un mélange d'un bronchogramme hydrique
ce qui est en noir, et ARX, qui est en blanc. Donc, une limite qui est irrégulière, c'est l'aspect donc de marché d'escalier. Un angle donc de la pneumopathie ou de l'image avec la ligne pleuropulmonaire qui fait un angle droit et une belle image postérieure. Ça fait tout ça, tous ces signes donc peuvent évoquer la présence d'un syndrome alvéolaire à l'échographie. Le syndrome interstitiel n'est pas toujours évident à le voir sur échographie, mais on peut avoir donc une augmentation donc du nombre des lignes B, donc plus que 3 par champ, et également une irrégularité de la ligne pleuropulmonaire. Ces deux signes font évoquer un syndrome interstitiel à l'échographie. L'échographie, elle a également sa place dans la recherche des complications, notamment l'épanchement pleural. Donc, il se manifeste par un liquide, soit anéchogène ou échogène, si la pleurésie il est libre. Sinon, une pleurésie multicloisonnée avec un aspect anéchogène et la présence de multiples cloisons. Une autre image d'une pleurésie libre et une pleurésie cloisonnée. Et donc, pour conclure, quelques messages à retenir. Donc, radiothorax reste l'examen de première intention, avec une sensibilité et une spécificité qui est faible. Le scanner thoracique reste plus performant, mais beaucoup plus irradiant. Et donc, les indications, c'est surtout en cas de doute diagnostique ou à la recherche de complications. L'échographie, donc, sa place, c'est surtout en milieu de réanimation pour les patients qui sont difficilement déplaçables. Et une analyse critique de toutes ces images, donc de toute cette imagerie, permet le diagnostic, mais également l'orientation étiologique, d'éliminer les diagnostics différentiels et de détecter les différentes complications. On vous remercie. J'espère que vous avez passé en revue les différents cas de figure concernant les pneumonies. Je remercie le professeur Nadia et le professeur assistant pour ces pneumons. C'est elle qui a fait tout le travail, c'est elle qui a préparé. Merci pour le travail accompli. Les 7 déclarés, j'espère que vous avez assez. Merci beaucoup. Et peut-être vous rappeler d'autres choses à l'avenir. Donc, merci à vous. Et Merci. Merci.